D'accord. Je vais quand même prendre un petit temps pour présenter très rapidement Terre de Liens, pour dire que c'est un mouvement citoyen qui cherche à préserver les terres agricoles. Et derrière cet objectif général, il y a en gros deux objectifs opérationnels. Le premier, ce qui est de favoriser l'installation, en particulier en proposant un accès solidaire au foncier, aux terres agricoles. Et le deuxième objectif, c'est de développer une agriculture biologique et paysanne. Alors, l'action la plus connue de Terre de Liens, c'est l'achat de fermes. Quand je dis fermes, c'est des terres agricoles avec éventuellement du bâti, et un achat qui est financé par de l'épargne citoyenne, dans le cadre de la finance éthique et solidaire. Donc avec cette épargne, on fait ces achats. Ensuite, les fermes vont être proposées à la location à des candidats à l'installation, souvent non issus du monde agricole, qui ont des difficultés d'accès au foncier. Et la location se fait avec un bail rural environnemental. Donc c'est un bail rural classique de 9 ans qui est renouvelable, qui propose une bonne sécurité pour le preneur et qui comporte des clauses environnementales, dont en particulier de mettre en œuvre les pratiques de l'agriculture biologique. Voilà. À côté de cette action, on fait plus globalement un accompagnement des candidats à l'installation, mais aussi des gens qui souhaitent transmettre leur ferme, et puis bien sûr faire le lien entre ces deux composantes. Et donc on a aussi des actions de plaidoyer qui visent à chercher à influencer les politiques agricoles et qui se basent entre autres sur la publication d'un rapport annuel sur l'état des terres agricoles, dont le numéro 2 que je vais vous présenter ici, qui traite de la propriété des terres agricoles. Alors vous savez sûrement qu'en France aujourd'hui, on a 25% des agriculteurs qui ont plus de 60 ans, c'est-à-dire qu'ils vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, et qui vont libérer environ 20% de la SAU. Donc voilà, l'enjeu, il est clair. Est-ce que cette SAU libérée, surface agricole utile libérée, va servir à l'agrandissement des fermes? Est-ce qu'on va continuer à voir disparaître les fermes? Il y en a 100 000 qui ont disparu entre 2010 et 2020, c'est rythme 200 par semaine. Ou alors, est-ce qu'on arrive à orienter ces terres vers de l'installation pour avoir des paysans plus nombreux sur les territoires, et puis en plus qui mettent en œuvre des systèmes de production qui se rapprochent d'une agriculture agroécologique. Voilà, donc venons-en à notre rapport qui vise à lever le voile sur la propriété. Alors avant de lever le voile, une première information, il faut avoir en tête qu'en France, les paysans sont propriétaires de seulement 35% des terres qu'ils travaillent. 65% des terres sont donc en location. C'est une spécificité un peu française qui s'explique en particulier par le statut du fermage de 1946, qui est, on va dire, particulièrement avantageux pour les preneurs. Alors il y avait un peu de nécessité de lever le voile parce que, vous le voyez, il y a 30 ans qu'il n'y a pas eu d'enquête sur la propriété des terres agricoles. Donc on a 16 millions d'hectares qui sont loués. Qui sont les propriétaires de ces 16 millions d'hectares? On n'a pas d'informations précises. Elles sont relativement difficiles même à obtenir. Donc il y a un recensement général de l'agriculture qui est fait tous les 10 ans, qui est riche d'informations, mais qui ne traite pas de cette question-là. Alors voilà ce qu'on a découvert. Donc, mon graphique là est assez important. Donc ce qu'on met en évidence, c'est que 85% des terres agricoles, 22 millions d'hectares, sont aux mains de propriétaires physiques privés. Donc finalement, on a une multitude de petits propriétaires. En gros, il y a 5 millions de propriétaires. Oh, pardon. Il y a 5 millions de propriétaires qui, en moyenne, sont propriétaires de 5 hectares de terre. En face, on a en gros 500 000 agriculteurs, quoi, pour un ordre d'idée. Alors, ces propriétaires physiques privés, c'est des personnes individuelles pour 51% de la SAU, et pour 35%, c'est dans le cadre d'indivision, parce qu'effectivement, la propriété de la terre se transmet beaucoup par héritage. Donc ça, c'est une information importante. Autrement, pour compléter, on a aussi 5% de la SAU qui est la propriété d'entités publiques, donc une partie relativement faible. Et puis, il nous reste 10% qui appartiennent à des sociétés.
Alors, dans les sociétés, là, on a distingué deux catégories. Hein, une première qui sont les sociétés agricoles, 7,5%, qu'on pourrait même décomposer en deux, parce que là-dedans, il y a les sociétés qu'on appelle de portage foncier, qui sont les GFA. Il y a des sociétés qui sont propriétaires de terres, mais qui ne les exploitent pas, et qui, eux, gèrent 3,5% de la SAU. Et les 4%, c'est des sociétés qui sont bien connues en agriculture, c'est les GAEC et les ERL. Et puis après, on a une toute petite partie, 2,5% de la SAU, donc, qui appartient à d'autres sociétés. Et ça, je le développerai dans la troisième partie de ma présentation. Alors, quelques caractéristiques sur ces personnes physiques. Donc, premièrement, sur leur localisation géographique. Alors, un graphique qu'on peut lire un peu de façon différente. On voit que 39% des propriétaires habitent sur la commune où sont ces terres. Bon, on peut dire que c'est un peu rassurant dans le sens où ils se sentent sûrement un peu concernés par l'utilisation de ces terres. Mais c'est aussi que 39%, on a quand même l'impression, on constate plutôt qu'il y a quand même un éloignement des propriétaires de leurs parcelles. Donc, on peut supposer un peu un désintérêt sur le devenir de ces parcelles. Donc l'autre caractéristique, c'est que les propriétaires sont des personnes plutôt âgées. Hein, on voit que les plus de 65 ans possèdent plus de la moitié de la SAU. Donc aussi, pareil, des hectares qui vont changer de main sous peu. Alors on a même regardé la part des femmes chez les propriétaires, qui sont effectivement minoritaires, alors surtout, vous voyez, dans le sud de la France. Donc je disais, il y a une multitude de propriétaires, donc qui sont des petits propriétaires, taille moyenne des parcelles 5 hectares. Bon, ça n'empêche qu'on a quand même un phénomène de concentration, parce qu'on a quelques gros propriétaires qui possèdent plus de 50% de la SAU. Alors un mot sur les terres publiques, simplement on a constaté que ces terres publiques, elles sont peu nombreuses. Elles sont surtout concentrées là, sur les zones de montagne. Et finalement, du coup, alors qu'aujourd'hui, les collectivités locales souhaitent se mobiliser pour relocaliser l'alimentation, finalement, le levier des terres publiques, ce n'est pas vraiment un levier qu'elles vont pouvoir utiliser. Voilà. Alors, sur cette multitude de propriétaires fonciers, on s'est un peu posé la question, est-ce que c'est un frein ou un levier pour faciliter l'installation ? La première chose qui saute aux yeux, c'est de dire que c'est plutôt un frein, hein, dans le sens où en France, en fait, un agriculteur en fait, a en moyenne 14 propriétaires différents. Alors, vous voyez qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on est même un peu au-dessus. Chaque agriculteur donc, a 17 propriétaires. Et ça pose un gros problème au moment de la transmission des fermes, surtout si ces transmissions, comme c'est de plus en plus le cas, se passent hors du cadre familial. Et bien, la transmission des baux ruraux n'est pas garantie. Dans le cadre familial, le statut du fermage prévoit qu'automatiquement, il y a transfert des baux aux descendants. Mais quand il s'agit d'une installation en cadre familial, ce n'est pas du tout garanti. Et un propriétaire qui refuse de louer ses terres, ne serait-ce que même 3 ou 4 hectares, ça peut remettre en cause un projet d'installation. Voilà, l'autre frein, c'est que, c'est peut-être un peu lié aussi à l'éloignement que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les propriétaires fonciers, c'est quoi leur intérêt? Est-ce qu'ils sont particulièrement intéressés pour louer les terres ou est-ce qu'ils voient plutôt la terre comme un capital à valoriser? Donc on peut craindre que ça soit cette hypothèse-là qui soit retenue et qu'entre autres, ils cherchent à faire des plus-values, par exemple, en revendant leurs terres. Ou alors, un phénomène qui se développe actuellement, c'est que plutôt que de louer un agriculteur, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur ces terres. Ça rapporte entre 3 à 5 000 euros à l'hectare, alors qu'un fermage moyen, c'est 100 euros, quoi. Bon, néanmoins, on va rester quand même un petit peu positif, et en se basant entre autres sur ce point-là, c'est-à-dire que dans la multitude des propriétaires qu'on a signalés, on peut espérer quand même qu'il y en a qui se sentent concernés justement par les questions d'installation, les questions de développement territorial, de souveraineté alimentaire. Et c'est peut-être donc ces propriétaires-là qui sont
souvent un peu isolés, donc qui de temps en temps contactent aussi Terre de Liens, peut-être s'appuyer quand même aussi sur eux, quoi. Alors j'en viens à nos financeurs là, non agricoles, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, possèdent très peu de terres, hein, 2,5%, mais qui quand même nous inquiètent un petit peu. Alors du coup là, un panorama un peu sur l'ensemble des sociétés en agriculture. En fait aujourd'hui, alors là ce coup-là je suis plus sur la propriété des terres, hein, je suis sur l'exploitation des terres. Et en fait, on se rend compte que 42% des fermes, aujourd'hui, sont des sociétés et qu'elles exploitent 68% de la SAU. Donc, d'un point de vue économique, elles sont importantes. Alors, dans ces sociétés, on va en distinguer quand même deux catégories. On pourrait dire les bonnes et les mauvaises, pour faire simple. Les bonnes, je dirais, c'est les GAEC EARL. Et pourquoi je dis qu'elles sont bonnes? Parce qu'elles sont gérées par les agriculteurs. Un GAEC, c'est un groupement, c'est uniquement des agriculteurs. Dans les EARL, on peut avoir des gens qui apportent uniquement des capitaux, mais les exploitants doivent détenir au moins 50% du capital et donc maîtrisent la conduite de la ferme. Ce qui nous inquiète un petit peu plus, c'est ces 11% là qui sont des sociétés à capitaux ouverts. Hein, donc SCA, c'est Société civile d'exploitation agricole. Sociétés anonymes et SARL, donc qui sont plus connues. Donc aujourd'hui, en fait, on a une ferme sur 10 qui est une société à capital ouvert. Là, nous, on parle de sociétés financiarisées. On a l'impression que là, on se dirige aussi vers une financiarisation de l'agriculture. Et si on regarde plus précisément sur ces sociétés, on se rend compte qu'un tiers de ces sociétés n'est pas contrôlé par des associés exploitants. Donc là, c'est les apporteurs de capitaux qui maîtrisent la conduite de la ferme. Alors juste, oui, il faut que j'accélère, je sais bien. Donc le premier schéma de gauche qui met en évidence que les sociétés, quand même, elles se sont concentrées sur les régions les plus intéressantes d'un point de vue agricole. Et puis le petit schéma de droite qui vient de la SAFER qui montre que dans les acquisitions sur le marché des terres, eh ben, les sociétés sont très actives, quoi. Hein, donc on a ici les GFA et les GAEC EARL donc, qui sont actifs depuis les années 2007-2009. Et puis nos fameuses sociétés financiarisées, là celles qui sont en rouge, bon, qui sont en latence, elles sont effectivement très peu présentes. Mais voilà, on voit que sur la fin, là récemment, elles prennent de l'importance. Alors pourquoi ça nous inquiète? Parce qu'effectivement, ces sociétés, alors là, c'est le président de la Fédération nationale des SAFER qui le dit, on est dans un début d'accaparement des terres. Alors qui est-ce qu'on trouve derrière ces sociétés? Alors ça peut être des agriculteurs, alors des agriculteurs qui sont dans une logique d'agrandissement très forte, hein, qui vont donc chercher des capitaux extérieurs pour effectivement s'agrandir et constituer des fermes de 500 1000 hectares. On a des financiers. Aujourd'hui, on commence à avoir des fonds de financement, hein, qui proposent des placements sur des fermes avec des rémunérations intéressantes. Dans le rapport, on parle d'un fonds d'investissement qui propose 7% en investissant sur des fermes, pas uniquement le foncier, hein, sur l'exploitation. Et puis, les gens qui sont intéressés, c'est des industriels, entre autres pour sécuriser leur chaîne d'approvisionnement. On a par exemple L'Oréal et Chanel qui cherchent à acheter par exemple des terres pour leur approvisionnement. On a Auchan aussi qui cherche aussi à contrôler des terres agricoles. Alors, les conséquences, elles sont négatives. Elles sont négatives sur l'emploi agricole en termes de quantité, mais surtout de qualité, parce que c'est de l'emploi salarié derrière. Elles sont négatives aussi en termes de répartition de la valeur qui est captée pour rémunérer le capital. Et peut-être ce qui nous intéresse là, particulièrement sur ces 2 jours, c'est qu'elles sont particulièrement négatives d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire que ces grosses fermes, elles vont mettre, on peut parler d'agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'elles vont mettre en place des systèmes de production très simplifiés, des assolements très simplifiés. Elles vont marcher à grand recours de matériel agricole et d'intrants.
comment ça c'est possible? Simplement, en France, on a des systèmes de régulation de l'accès à la terre, que ce soit par l'achat ou par la location, qui existent. Hein. Il y a les SAFER qui contrôlent l'accès à la terre, les DDT et les autorisations d'exploiter concernant les locations. Sauf que voilà, les sociétés, elles ont trouvé le point faible dans la législation, parce qu'en fait, les SAFER ne contrôlent pas tout ce qui est achat ou vente de parts sociales. Hein, donc le montage sociétaire, ça permet de créer en fait un marché des terres agricoles complètement parallèle, quoi. Donc là, simplement, on avait pris un cas dans le rapport pour expliquer ce phénomène. C'est une entreprise que peut-être certains connaissent, Alto. Ils produisent des chips en Bretagne, dont la marque Bretz, apparemment qui sont des très très bonnes chips, hein, pas de souci. La question, c'est qu'effectivement, Alto, jusque-là, avait des partenariats avec des agriculteurs bretons et que progressivement, ils ont changé de stratégie. Là, aujourd'hui, Alto est propriétaire de 3 SCEA hein, qu'ils conduisent complètement, plus un GFA aussi qu'ils possèdent. Et ils arrivent à détourner la régulation foncière. Donc simplement, ils travaillent avec des agriculteurs, souvent proches de la retraite, hein, qui vont en phase de transmission. Ils transforment la ferme, qui est une ferme individuelle ou un GAEC, en société civile d'exploitation agricole, et ils rentrent progressivement au capital jusqu'à en avoir la maîtrise, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu triste. Heureusement, on a quand même derrière aussi quelques recommandations à faire pour limiter ce phénomène. Donc, je vais passer très vite, mais c'est des interventions à 3 niveaux. Donc là, c'est au niveau de la loi d'orientation agricole qui est aujourd'hui en concertation, qui devrait être discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat d'ici la fin de la semaine. Là, on a des propositions à faire, entre autres... entre autres, renforcer des mesures sur le transfert des parts sociales. Là, il y a vraiment urgence de faire des choses là-dessus. Il y a bien sûr aussi renforcer, harmoniser tout ce qui est la régulation foncière. On a aussi des recommandations pour ces fameux propriétaires privés très nombreux, pour les sensibiliser justement sur les questions d'installation, dire qu'ils peuvent avoir une gestion responsable de leur foncier et favoriser du coup l'installation. Et puis des recommandations aussi qui s'adressent aux collectivités locales au moment où, à travers les projets alimentaires territoriaux, elles affirment leur volonté de développer une agriculture de qualité et de proximité, sauf qu'elles ne maîtrisent pas du tout ces questions foncières et qu'elles ont besoin d'un accompagnement. Voilà, donc ces recommandations, je pense qu'elles pourront se mettre en place, mais ça va nécessiter, on va dire, une mobilisation citoyenne forte. Oui, c'était votre travail et où vous en êtes par rapport à la loi d'orientation foncière qui va être débattue. Est-ce que vous pensez avoir des chances d'être bien écouté? Parce que je pense que vous avez soulevé le problème le plus délicat. Et est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce qu'il y a des chances d'aboutir? Ou si vous avez des difficultés, quels sont les freins? La réalité me force quand même à être plutôt pessimiste. C'est qu'on a effectivement du mal à se faire entendre. Je crois que Terre de Liens a obtenu une certaine quand même notoriété aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est écouté. Il y a un certain nombre de députés qui nous reçoivent, etc. Mais bon, on voit bien que quand même les idées avancent doucement. Là, ça fait plusieurs années qu'on réclame une loi d'orientation foncière, une loi foncière, hein, spécifiquement foncière. Elle a été promise, ça a chaque fois été reporté. Donc là, il y a l'opportunité de la loi d'orientation pour dire on va glisser des choses sur le foncier, on l'utilise. Voilà, donc il y a eu toute une phase de concertation sur le printemps. Là. Donc voilà, on a pu s'exprimer. Qu'est-ce qui ressortira après les débats parlementaire, point d'interrogation, quoi. Je reste prudent, quoi. On a quand même, faut être clair, hein, on a quand même un ministre de l'Agriculture, on le voit sur d'autres sujets, parce que nous, aussi Terre de Liens, notre spécificité, c'est qu'on est en capacité d'accompagner ce qu'on appelle les non-issus du monde agricole, les NIMA qui arrivent à l'agriculture
après une autre phase professionnelle. Ils sont en reconversion, c'est des gens diplômés qui ont souvent envie de mettre en place des projets alternatifs intéressants et que les chambres d'agriculture ont du mal à accompagner. Donc nous, c'est les gens qu'on accompagnait en priorité. Tout le monde est d'accord de dire qu'il y a un enjeu important aujourd'hui, il faut accompagner ces gens-là. Le Césaire le dit, même la Cour des comptes vient de publier un rapport là-dessus, il dit qu'il faut modifier l'accompagnement des candidats à l'installation, il faut privilégier ce public-là. Et entre autres, il faut un accompagnement qui est multipartenarial. On ne peut pas laisser ça qu'à la Chambre d'agriculture. Bon, réponse du ministre, c'est de dire sur l'installation, il faut un guichet unique qu'on va confier aux chambres d'agriculture. Important de s'appuyer sur des rapports sur ce thème-là. On espérait un petit peu une ouverture. Elle n'arrive pas trop, quoi. Moi, je voulais vous poser une question concernant l'acquisition des fermes que vous faites pour les recéder donc, à des fermiers. Est-ce que vous avez des problèmes pour acquérir du foncier, y compris avec la SAFER, voilà. Comment ça fonctionne, puisque pour vous, pour acquérir des terres, moi je connais bien, d'autres connaissent le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan, qui est un groupement citoyen, et nous, notre problème, c'est justement de pouvoir acheter des forêts. Voilà, donc je pense que pour l'agriculture, c'est peut-être encore beaucoup plus difficile pour vous pour acquérir du foncier. Oui, ce qu'on montre aussi dans le rapport, c'est que le marché foncier, c'est un marché qui est très très fermé, hein. Il y a en gros 3% des terres qui sont vendues chaque année. Dans les 3%, il y a en gros les 2 tiers, c'est dans le cadre d'un héritage. Donc il en reste très peu qui sont soumis à la vente. Et dans celles qui sont soumises à la vente, quand il y a un fermier dessus, il a un droit de préemption, quoi. Donc on voit que c'est quand même un marché relativement fermé. Donc nous, les possibilités d'acquérir des fermes sont assez limitées. Donc aujourd'hui, Terre de Liens fête ses 20 ans et alors on n'a pas commencé l'acquisition tout de suite. Allez, en gros, sur les 15 ans, en France, on a acheté 300 fermes, ce qui reste quelque chose de relativement limité. Bon, sachant qu'on n'a pas non plus la vocation à acheter toute la SAU en France. Nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout d'expérimenter une autre forme de gestion des terres agricoles. Donc, voir qu'à côté de la propriété privée, on pouvait avoir une gestion collective en mobilisant les citoyens pour l'acquisition et des citoyens qui orientent aussi l'utilisation de ces terres en proposant un bail rural environnemental et entre autres des pratiques d'agriculture biologique, quoi. Donc, nous, ça nous permet d'expérimenter ces actions-là, mais on est relativement modeste dans le nombre d'hectares qu'on pense contrôler, quoi. Et effectivement, les opportunités qu'on a, c'est quand il y a des cédants qui s'adressent à nous. Et on a souvent, entre autres, des agriculteurs en agriculture biologique qui sont quand même très, très sensibles à cette question. Ils veulent que leurs terres restent en agriculture biologique. Et donc, la partie en propriété, ils souhaitent la vendre à Terre de Liens. C'est souvent comme ça qu'on rentre sur le marché foncier. Et sur les SAFER, globalement, on a plutôt de bonnes relations avec les SAFER. Pardon, moi j'avais une question. Enfin, c'est juste un jeu, mais c'est un fonds de dotation, Terre de Liens? Non, à Terre de Liens, il y a deux choses. Bon, il y a un pilier associatif comme l'association Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté, qui est la base du mouvement. Il y a 19 associations comme ça sur toute la France qui sont groupées dans une fédération. Et à côté de ça, il y a 2 structures qui juridiquement sont indépendantes. Il y a une foncière, donc qui a la capacité de recueillir l'épargne citoyenne. Et là, c'est bien de l'épargne. Et qui va être donc, elle, acheter les terres et puis faire les baux. Et à côté, on a une fondation reconnue d'utilité publique, qui, pareil, va être en capacité aussi d'acheter des fermes, mais à partir de dons ou de legs et donations, quoi. Donc, alors effectivement, c'est la fondation qui pourrait s'apparenter à un fonds de dotation. D'accord. À l'origine, d'ailleurs, c'était un fonds de dotation, et après, ça peut se transformer en fondation. Et du coup, mon questionnement, c'était est-ce que cette structure-là, vu que vous dites que c'est compliqué d'accéder à l'opportunité d'acheter des fermes,
Est-ce que la stratégie de Altos, enfin de la société que vous avez montrée Alto, là, ouais. qui consistait à transformer une ferme en activité en SCEA et à y prendre des parts, est-ce que vous-même, vous ne pouvez pas vous rapprocher de ferme en activité et initier ce type de... Enfin, et finalement détourner le... Jusque-là, on n'a pas osé le faire. Je sais pas, alors si effectivement il y avait une opportunité sur une ferme particulièrement intéressante. Non, mais nous, ça se fait, je dirais, à l'amiable avec l'agriculteur ou le propriétaire, hein, ou l'agriculteur qui exploite sa ferme, qui a surtout la volonté de transmettre. Et dans la transmission, il y a une partie des terres qui est en propriété. Et donc là, il souhaite que cette partie-là soit transférée à Terre de Liens. Mais voilà, ça se fait comme ça, en accord avec les propriétaires. Je disais, c'était dans le même ordre d'idée. Est-ce que vous avez plus de difficultés à trouver des fermes à acheter ou plus de difficultés à trouver des donateurs ou des gens qui prêtent ou de l'argent, des actionnaires. Ou des Oui, actionnaires, oui. Non, les actions solidaires de Terre de Liens, ça marche bien. Depuis 3 ans, il y a une certaine notoriété de Terre de Liens suite à des campagnes de communication, vous avez entendu. Donc la récolte de fonds se fait assez bien. On est plutôt limité par le nombre de fermes. Mais nous, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 16 fermes Terre de Liens. On est quand même prudent sur des acquisitions suivantes parce qu'après, il y a le suivi des fermes à faire, quoi. Et c'est aussi un certain travail. On a envie de travailler, par exemple, sur la biodiversité sur ces fermes, donc ça nous occupe. Il y a des travaux sur les bâtiments à faire. Et puis, il y a aussi un phénomène nouveau là qu'on constate, peut-être qu'on le favorise même, mais c'est que si avant, quand on est devenu agriculteur, c'était pour faire sa carrière, c'est plus le cas aujourd'hui. Des gens à 30-40 ans souhaitent changer d'orientation. Et alors en particulier sur les fermes Terre de Liens, on n'a pas de contraintes de capitaux investis. On se rend compte que les fermiers en place tournent assez rapidement et que voilà, nous, ça nécessite aussi d'en trouver de nouveaux, quoi. Donc on a aussi le suivi des fermes, ce qui fait qu'avec nos moyens, on est toujours en recherche d'acquisition, mais on va modérer aussi ces acquisitions nouvelles, quoi. Oui, moi j'ai juste une question en fait sur vous parliez tout à l'heure des baux à clause environnementale. On sait qu'il existe d'autres outils, notamment les ORE, les obligations réelles aussi environnementales qui peuvent être proposées. Mais la grosse contrainte en réalité, c'est qu'il faut que le propriétaire et le gestionnaire soient d'accord pour les mettre en place. Et à l'heure actuelle, au final, du coup, on est complètement coincé. Et nous, c'est le cas sur notre territoire, hein, sur le Clunisois. On a des propriétaires qui sont partants pour en fait vraiment mettre quelque part une obligation à l'agriculture biologique sur leur terrain, mais qui, tant qu'ils ont l'exploitant en place et potentiellement son repreneur, ils ne peuvent pas l'imposer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi je m'interroge vraiment. Est-ce qu'au niveau politique, on ne pourrait pas essayer de débloquer ça pour que finalement ce soit même les propriétaires qui puissent mettre la pression sur les gestionnaires pour les obliger à des pratiques plus vertueuses, on dira? Oui, vous soulevez une question très très délicate parce que je parlais du statut du fermage, hein, qui protège le preneur en termes de sécurité foncière. Bon, ce statut du fermage, il parle aussi très nettement de la non-ingérence des propriétaires dans la conduite de la ferme, quoi. Et donc, il y a eu, c'est 2006, hein, je crois, la mise en place de ce bail rural environnemental, donc, qui était effectivement contraire à ce principe-là, mais bon, c'était acté dans la loi. Je sais que ça n'a pas été très bien vu donc, par les syndicats agricoles, y compris Confédération Paysanne, qui n'étaient pas forcément très favorables à cet aspect, quoi. Donc effectivement, aujourd'hui, l'utilisation du bail rural environnemental est très limitée, hein. Elle est limitée à des associations, des mouvements comme Terre de Liens, le Conservatoire des espaces naturels, je crois que les collectivités locales. Mais par contre, pour les propriétaires privés, c'est pas possible, sauf si quand même les terres sont dans des zones naturelles sensibles, type Natura 2000. À ce moment-là, le propriétaire privé peut quand même imposer aussi des clauses environnementales, mais toujours au moment du renouvellement du bail, quoi, pas en cours de bail, quoi.
et avec l'accord, oui. Oui, oui. L'agriculteur en place est prioritaire parce que si lui justifie que les propriétés lui sont indispensables pour maintenir son exploitation, il garde en fait la gestion, même si le propriétaire n'est pas d'accord. C'est ça la Oui. Ben, déjà, s'il y a vente, le fermier en place aura un droit de préemption. Donc, il y a de fortes chances qu'il utilise son droit de préemption. Et effectivement, on aura. Enfin, je crois pas. Moi, j'ai jamais eu ce cas-là, mais je pense pas qu'on puisse modifier un bail rural, voilà, en cours, en imposant des clauses environnementales. Enfin bon. Enfin, de toute façon, on ne se portera pas acquéreur dans ce type de situation parce que voilà, nous, voilà, c'est la marque de fabrique. Toutes les fermes Terre de Liens sont en agriculture biologique, quoi. Donc, s'il n'y a pas cette possibilité-là, on n'achète pas, quoi. Ok, merci. Donc, le temps est largement dépassé. Le débat est passionnant, comme d'habitude, mais on est obligé de clore ces rencontres. Donc, merci à vous tous d'être venus. Daniel, merci beaucoup. Merci Cyril. Merci à Terre de Liens d'être venu.